Bonjour à tous et bienvenue à vous. Je suis donc Johan Montenot, designer et chargé de projet au Design Spot, le centre de design de l'Université Paris-Saclay. Pour me présenter rapidement, j'accompagne les porteurs de projets de Paris-Saclay. Alors, les porteurs de projets sont des étudiants, des laboratoires de recherche, des startups. Et j'anime aussi nos actions de sensibilisation et d'initiation au design. Je suis ravi d'accueillir aujourd'hui Élodie Ternot, ingénieure, designer, cofondatrice du collectif ILO. Élodie va nous parler de matériaux et de durabilité, un sujet on ne peut plus d'actualité. Voilà. Et vous pouvez donc vous pourrez revisionner cette conférence sur notre chaîne YouTube et découvrir aussi d'autres thèmes que nous avons donc traités précédemment. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre lettre d'information sur notre site web. Voilà. Vous serez informé de nos futurs événements, conférences et ateliers par intermédiaire de cette lettre d'information. Si vous avez des questions pendant cette conférence, vous pourrez les poser à tout moment sur le chat. Lorraine prendra vos questions et nous y répondrons au milieu et en fin de présentation. Élodie, bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être venue jusqu'à nous. Merci de l'invitation. Et puis maintenant, je te laisse la parole. C'est à moi. Oui. Alors, préjugés durables. On va commencer par une petite séquence de pub qui est ILO. Donc, comme tu le disais, c'est un collectif de consultants, un collectif global. On est répartis un petit peu partout dans le monde. Un collectif qui a été cofondé avec deux camarades et moi. On est une women-owned company, donc une entreprise fondée par des femmes. Mes deux camarades sont australiennes, basées entre les États-Unis et l'Australie. Et comme vous le voyez là, un petit aperçu d'une partie de l'équipe. L'idée pour ILO, c'est d'accompagner des entreprises sur leurs questions matière et environnement, les aider dans ces challenges-là. Et en fonction des projets, on va activer les compétences qui correspondent, qui peuvent être aux États-Unis, en Chine, en Australie ou en France. Voilà. Alors deux petites précautions d'usage là dans ce qu'on va parcourir ensemble. La première chose, c'est que les exemples que je vais vous donner sont en grande partie issus d'études que l'on a fait nous, pour des raisons de confidentialité, pour des raisons qui sont, et on en discutera en fait, très liées au fait que quand on fait des évaluations environnementales aujourd'hui, c'est très contextuel, une analyse de cycle de vie, on va en reparler, c'est un contexte précis, donc il ne faut pas en faire des généralités absolues. Certes, je m'appuie sur ces exemples pour essayer de vous démontrer des choses, mais il ne faut pas toujours les prendre pour argent comptant, c'est aussi un message à faire passer à ce niveau-là. Et puis comme il y a des questions de confidentialité, je n'ai pas toujours décrit tous les contextes. Voilà pour situer ça, donc il ne faut pas perdre ça de vue. Et puis je m'excuse d'avance sur le fait que ma présentation est mélangée anglais-français. Moi je vis plutôt en anglais, effectivement, avec des camarades un peu partout dans le monde. Donc certes c'est un défaut dont on peut se moquer, cette espèce de snobisme du franglish, mais bon, voilà, j'avoue, je m'en excuse d'avance. Enfin, je vous prie de m'excuser d'avance, voilà. Alors c'est parti sur le sujet, effectivement, cette question de préjugés durables. Un premier préjugé assez classique et dans lequel nous, on évolue constamment, c'est que les matériaux sustainable, donc le premier franglish, là, mais les matériaux écologiques ou les matériaux qui seraient responsables seraient la solution pour qu'on aille vers ce monde responsable. Ben, pas forcément. Dans ces préjugés durables, il y a par exemple le fait, quand on parle de matière, que les plastiques, c'est pas bien. Et que le bois, c'est vachement mieux que le plastique, forcément. Et que du coup, si vous voulez faire un projet écolo, vous allez prendre du bois. Si on regarde un petit peu plus près cette question, on pourrait se dire, est-ce toujours le cas ? Ici, vous avez un exemple qu'on a pu étudier. Disons qu'on est sur une installation temporaire de quelques semaines en Chine. Donc ça serait pour un contexte, et on nous a posé la question, on doit faire des grands aplats qui vont être tendus, tenus par des structures métalliques. Est-ce que entre du MDF, qui est donc un matériau à base de poussière bois plus de la colle, tout ça compressé, sur lequel on met un petit coup de peinture, qui est un grand matériau très classique dans le domaine du temporaire, du salon, etc. Est-ce que ce MDF peint, c'est mieux ou moins bien que du Dibond, qui est un sandwich d'aluminium avec de la matière plastique entre deux, souvent du polyéthylène,
et donc aluminium, polyéthylène, aluminium, ou est-ce que si on tendait une bâche en PET, le polyéthylène terephthalate, qui est la matière plastique que vous avez sur vos bouteilles d'eau, si vous utilisez encore des bouteilles d'eau, est-ce que si on compare, il y a moyen de savoir quelle serait la meilleure option? On a comparé, effectivement, et ce qui est intéressant de voir, ce que vous apercevez sur ce magnifique graphique hyper sexy, c'est qu'en noir, on a le PET, en gris foncé, on a le MDF, en gris clair, on a le Dibond. On voit assez vite que, par exemple, sur le premier critère, qui est le changement climatique, donc l'influence sur le changement climatique, qu'on pourrait aussi appeler l'empreinte carbone, le PET, la matière plastique, la bâche plastique, elle est beaucoup moins impactante que les deux autres. Et qu'en gros, quand on regarde sur ce graphique, la pire solution, c'est définitivement le Dibond. Le MDF se place pas si bien que ça. Maintenant, on voit aussi qu'en fonction des critères, par exemple sur l'eutrophisation, qui va avoir trait à la toxicité, qui va atteindre la faune et la flore aquatique, le PET n'est pas au top. Donc on se rend compte déjà que tout ça c'est relatif, ça dépend du critère que l'on regarde, mais si on se concentre sur l'empreinte carbone, par exemple, qui est l'obsession actuelle, franchement, le plastique, il est mieux. Grande surprise, parce qu'on se disait, quand même, le MDF qui est en bois, moi je pensais que c'était quand même vachement plus écolo. Non, pas toujours. Ce qui est important de voir, c'est dans quel contexte on se situe et qu'est-ce qu'on est en train de comparer. Si on compare 1 kg de matière et qu'on reprend l'empreinte carbone, clairement, le PET est plus impactant que le MDF. Donc là, on est conforté dans notre opinion. Sauf que dans un usage spécifique, on ne compare pas forcément 1 kg avec 1 kg. Là, on est en train de se poser la question pour de la surface, donc du mètre carré. Et quand on rapporte au mètre carré, le PET, il est beaucoup, beaucoup moins impactant. Parce qu'il va falloir 25 fois moins de matière plastique qu'il va falloir de bois. Et là, c'est très intéressant parce que tu montres en un exemple très simple tout de suite la complexité aussi qu'il y a à manipuler en fait ces résultats d'analyse de cycle de vie, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des impacts environnementaux qui sont segmentés, des critères d'impact qui ne sont pas vraiment comparables entre eux, donc il faut faire des choix par rapport à ces impacts-là, donc on voit tout de suite entre le PET et le MDF qu'il y a des impacts où il y en a qui sont plus avantageux que d'autres, et puis après il y a cette question essentielle qui est l'unité fonctionnelle, quoi. Tout à fait. On y reviendra peut-être si on arrive jusque-là dans la présentation aujourd'hui, mais tu as tout à fait raison. Et ce que ça montre aussi, c'est que quand on est face à ce type de résultats, en fonction de qui on est et quels sont les engagements que l'on a pris, on va pouvoir avoir des manières de décider. Si je suis une entreprise qui s'est positionnée sur la question de la protection de la faune et de la flore aquatique, je ne vais pas choisir le PET, clairement. Par contre, si mes engagements, ils sont comme beaucoup de groupes aujourd'hui vont l'annoncer, à moins 30% d'empreinte carbone en 2030, qui est demain, on va choisir, a priori, la solution la moins impactante sur ce critère-là. Je dis a priori parce que ça peut arriver très souvent, du coup, qu'on ait des groupes qui se soient positionnés contre le plastique, dans un espèce de grand élan de le plastique, c'est pas bien, ce préjugé-là, et qu'on se trouve coincé, parce que quand on commence à regarder vraiment un petit peu précisément et qu'on calcule, merde, finalement le plastique, il serait mieux que, mais comme j'ai dit que je suis contre le plastique, je ne vais pas pouvoir l'utiliser. Donc c'est là où aujourd'hui, effectivement, encore une fois on y reviendra, calculer, regarder devient hyper important. Et extrêmement contextuel. Là, on était sur 2 mois d'usage, on était en Chine, on était sur un certain type de setup. Ça ne veut pas dire que votre projet à vous, qui est dans d'autres conditions, mais qui serait amené à comparer du PET avec du MDF, donnera exactement les mêmes résultats. Donc, encore une fois, faut pas... Surtout qu'il y a des notions après de réemploi, recyclage, qui peut être aussi intéressantes à prendre en compte et qui vont faire évoluer forcément Bien sûr, résultats. On peut activer tout un tas de choses. Un autre préjugé sur les matériaux, c'est l'aluminium, c'est super parce qu'on peut le recycler à l'infini, donc allons-y. Oui, c'est vrai que c'est une matière intéressante qui a potentiellement la capacité d'être recyclée. Elle n'est pas la seule à pouvoir être recyclée d'ailleurs. On s'est posé la question sur, disons, une étagère de base comme ça. Si on la fabrique en laiton, pour faire un genre un peu doré, par exemple, en aluminium ou en acier inoxydable pour rester dans les métaux, et puis si on basculait sur une structure MDF. Alors, il y en a qui vont me dire, alors attends, si tu l'as construit en MDF, ça va pas tenir pareil, c'est pas en MDF qu'on l'aurait construit. Ce serait mieux quand même. On est d'accord, mais bon, juste suivez-moi juste pour le plaisir de l'exercice, un truc basé un peu bois, quoi. On compare, comme tout à l'heure, on a différents types de critères, et le premier, c'est toujours l'empreinte carbone. On se rend compte, et là on a pris comme référence
l'occurrence le laiton qui est en noir, donc il est toujours à 100%. Et par rapport au laiton, l'aluminium est pire que le laiton en termes d'empreinte carbone, par exemple. Et l'aluminium se positionne pire que les autres assez souvent. L'acier inoxydable, il est en termes d'empreinte carbone à peu près comparable au laiton, mais sur le reste, il va quand même mieux se positionner. Les enseignements de cette étude, ça a été que si on fait cette étagère en métal, il vaudrait mieux privilégier l'acier inoxydable. Si on peut basculer côté bois, et on aura revérifié, nous, après, sur d'autres projets, le bois massif, qui est plus logique pour la structure, on est quand même vachement moins impactant pour tous les critères qui sont considérés là. Donc là, pour une fois, oui, le bois, mieux, sans aucun doute. Et dans le domaine des métaux, on a quelques clés pour choisir un petit peu mieux aussi. Le laiton étant un matériau plutôt à éviter, assez critique aujourd'hui, comme alliage qui fait intervenir des choses qui ne sont pas très... Et là, tout de suite, ça pose la question du design, forcément, de l'esthétique qu'on attend. Bien sûr, parce que ça ne sera pas le même effet qu'on soit en métal ou en bois. Cela dit, on l'a fait, nous, cet exercice, de convertir une structure métal en une structure bois. Il y avait cette idée qu'on allait devenir hyper lourd, parce que section plus importante qu'en métal. Mais en fait, les simulations montrent qu'on gagne un tout petit peu en épaisseur, mais pas tant que ça. Ça passe quasi inaperçu. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, quand on a fait l'étude sur le mobilier en question, c'était aussi moins cher. Donc là, il y a une espèce de situation de win-win qui s'installe. C'est moins impactant, c'est moins cher. Là, on n'a plus trop d'arguments pour pas y aller. La seule question qu'on peut se poser malgré tout, c'est la durabilité dans le temps. Est-ce qu'une étagère en bois va durer aussi longtemps qu'une étagère métallique? Et ça, c'est un critère qui va être pris en compte aussi. Si on se rend compte qu'une étagère en métal, elle va durer 20 ans, 30 ans, on n'a pas besoin d'y retoucher, et que si on la fait en bois, il va falloir la changer 2 fois dans ce même espace de temps, ben là, les calculs, ils sont différents. Donc tout ça, c'est effectivement à prendre en compte. Autre préjugé, ce serait que les matériaux recyclés sont forcément moins impactants que les matériaux vierges. Ouais, c'est vrai, en partie. Là, on a étudié 1 kg de 4 matières plastiques différentes, du polycarbonate, du polyéthylène terephthalate, à nouveau le PET, et puis du PMMA, polyméthylacrylate de méthyle, autrement dit acrylique, ou plexiglas en nom de marque classique. On l'a comparé vierge et recyclé 100%. D'une marque spécifique d'ailleurs, qui est le Greencast de Madreperla. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? Si on reprend, là on n'a que 3 critères d'impact, qui est l'impact carbone à nouveau, l'épuisement des ressources, donc est-ce qu'on va venir prendre sur des ressources finies, et puis à nouveau l'eutrophisation, l'impact sur faune et flore aquatique. On se rend compte qu'on est rassuré, effectivement, l'acrylique vierge est plus impactant que le recyclé, ou l'acrylique recyclé est moins impactant que l'acrylique vierge. Donc tout va bien, le recyclé c'est moins impactant à ce niveau-là. Sauf que, tout d'un coup on se dit, mais attends, le PET vierge, il est encore moins impactant que le PMMA recyclé. Donc moi, je fais mon projet d'habitude en acrylique vierge. Je le bascule en acrylique recyclé. Ok, en termes d'impact, c'est moins impactant. Super. Par contre, à côté, il y a un autre plastique transparent qui pourrait peut-être faire la farce et qui est encore moins impactant que ce recyclé-là. Ce qui montre qu'à matière égale, c'est vrai que si on passe en recyclé, il y a des chances qu'on soit moins impactant, mais il est possible qu'il y ait une autre solution qui soit encore moins impactante, et à elle n'est pas forcément recyclée. Donc cette idée que le recyclé absolu, ce serait la manière de faire, et on reviendra aussi là-dessus, c'est pas forcément toujours le cas. Donc en gros, ce qu'on va défendre, nous, c'est qu'il n'y a pas de matériaux écologiques à proprement parler. On a déjà dû vous le faire, mais c'est une réalité. Les matériaux ne sont pas bons ou mauvais a priori. D'accord, il y a des matériaux toxiques, donc là, c'est sûr qu'un bol d'amiante, c'est moyen, quoi. Mais, ou de l'uranium, ou des choses comme ça, il faut faire attention. Mais sinon, et encore, l'uranium a plein d'atouts, l'amiante aussi, c'est quel est l'usage que vous destinez aux matériaux, c'est ça qu'il faut regarder. Il n'y a pas de bons ou de mauvais matériaux, il y a juste des bons ou des mauvais contextes, des mauvaises applications. Et ça, c'est complètement raccord avec, on avait fait une conférence avec Quentin aussi, qui va de avoir matériaux. Exactement les voilà, mêmes qui, bien chevaux sûr, de bataille, voilà, ça, on est d'accord. Voilà. Avec, ici, une approche plus de quantification que Quentin n'a pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire du coup sur les matériaux? Parce que c'est bien gentil, mais donc c'est vrai qu'on peut associer quand même aux matériaux des attributs environnementaux qui sont
on l'a vu, pas des garanties absolues, mais qui permettent d'aller dans un sens qui, a priori, est meilleur. Se poser la question de est-ce que j'ai affaire à un monomatériau ? Est-ce que ma ressource est renouvelable? Est-ce que c'est du recyclé? Est-ce que c'est compostable? Est-ce que c'est basse émission COV et est-ce que c'est recyclable? Ça, c'est des questions que l'on peut se poser et on peut du coup attribuer des choses aux matériaux. Si on va un peu plus dans le détail, un monomatériau, ça va être un matériau qui à 95% est constitué de la même substance et puis les 5 autres pourcents, il ne faut pas qu'ils foutent le bordel dans la potentialité de recycler cette matière. Alors là, vous allez me dire, ouais mais c'est gentil, mais même le bois massif, on pourrait considérer que ça n'est pas un monomatériau, parce que ça dépend à quelle échelle on se place. Si on regarde au microscope, le bois n'est pas constitué d'une seule substance. Il y a de la cellulose, il y a de la lignine, il y a de l'hémicellulose, etc. Mais on va dire à un niveau macro, c'est-à-dire ce que l'œil peut voir, le bois massif va être considéré comme un monomatériau, et en plus il n'y a pas de souci sur son recyclage a priori. Donc on est par exemple sur une bataille entre le bois massif va être monomatériau alors que des stratifiés qui sont constitués de couches de papier avec de la résine et compressés, là on n'est pas du tout dans un monomatériau pour le coup. Un matériau renouvelable, c'est un matériau qui va utiliser des ressources qui se renouvellent à l'échelle de temps humaine. Parce que là encore, si on prenait des milliards d'années, on est en train de dire aujourd'hui que le pétrole est une ressource non renouvelable, une ressource finie, mais si ça se trouve, si on se retrouve dans quelques milliards d'années, le pétrole sera à nouveau là, aura été à nouveau généré. Sauf qu'on ne va pas se retrouver dans quelques milliards d'années, à moins qu'entre-temps on ait trouvé la recette pour devenir immortel. Donc du coup, on va considérer le pétrole à l'échelle humaine comme quelque chose de fini en termes de ressources. Mais tout ce qui va se renouveler, donc animal, végétal, et qui va utiliser éventuellement une énergie renouvelable avec le vent ou l'eau, etc., on va considérer que c'est une ressource renouvelable. Donc le papier, le carton, le bois sont des ressources renouvelables contre du métal ou de la pierre ou les matières plastiques qui vont faire appel à de la ressource pétrole vont être considérées comme des ressources non renouvelables ou dites finies. Maintenant, ce renouvelable, il n'est pas forcément non plus la garantie d'un miracle et de nous sortir du fossé dans lequel on s'est un petit peu mis. Vous regardez ce graphique qui va assez vite expliquer quel est le problème. À gauche, vous avez en fait la surface de la Terre répartie en fonction de leurs attributions actuelles. On a très peu finalement d'infrastructures, de villes. On a de la montagne, de la forêt et puis du domaine agricole. Si on prend le domaine agricole et on le redivise, on regarde ce qu'on en fait, on a une partie qui est liée à l'élevage du bétail et puis une partie qui fait pousser de la nourriture, des choses à manger. Et si on prend la partie nourriture, elle se redivise en nourriture pour les humains, nourriture pour les animaux, un petit peu d'énergie, éventuellement des biocarburants par exemple, et puis de la matière végétale qui va être utilisée pour des matériaux, les matériaux renouvelables. On voit assez vite le souci. C'est-à-dire que si vous voulez élargir cette partie-là des matières renouvelables, ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu plus de surface nécessaire ici, donc plus de surface dans ce qu'on plante, et donc plus de surface dans le domaine agricole. On va prendre où? Dans les forêts ou dans les montagnes, mais il va bien falloir prendre quelque part. Et si on ne veut pas prendre quelque part et de rester sur un domaine agricole qui est fixe, il va falloir faire des arbitrages ici. Moins à manger pour nous, on n'a déjà pas tous à manger, moins à manger pour du bétail, moins de bétail végétarien ou pas, voilà. En tout cas, on sent bien qu'il y a des arbitrages à faire. On reste sur une planète avec des ressources finies, donc du coup, le renouvelable n'est pas non plus la garantie de tout va aller bien. Si tout le monde se met au bois, il y aura un petit souci sur les forêts. C'est qu'en plus une tendance qui est actuellement de chauffer de plus en plus au bois. Et de fabriquer en bois. Oui, il faut penser à ça. La ressource, elle est malgré tout limitée. Un arbre, pour qu'il soit en âge de procréer une planche, c'est 60, 100 ans en fonction des espèces. Donc c'est quelque chose qui se raisonne et qui est assez compliqué aussi à gérer. La matière recyclée, ça c'est un attribut effectivement qu'on peut associer à un matériau. Il y a 2 types de recyclés à distinguer et ça c'est assez important. On va avoir un recyclé post-industriel et on va avoir un recyclé post-consommateur. Donc en anglais, on est post-industrial recycled et post-consumer. On peut être aussi pré-consumer pour le post-industriel, si vous m'avez suivi. En tout cas, sur un cycle de vie, quand on est post-industriel, ça veut dire qu'on a pris les ressources pour fabriquer le matériau, on a fabriqué le matériau et on remet direct dans la boucle. Ça veut dire qu'on va utiliser les chutes de production, par exemple, et hop, on retourne. C'est l'optimisation de process, quoi. Ouais.
Et puis, si on est post-consommateur, ça veut dire que le matériau a été fabriqué, il a été utilisé pour faire des choses, les utilisateurs ont utilisé ces choses, les ont jetées, et là, on recycle. Évidemment, à favoriser le post-consommateur. Parce qu'à partir du moment où on a fabriqué un truc, on a passé de l'énergie à le faire, tant qu'à faire le tour de la boucle et recycler ensuite, c'est beaucoup mieux. Il y a aussi des effets un peu pervers du post-industriel, parce que si on boucle très vite comme ça en utilisant ces chutes de production, et qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de demandes sur le recyclé, si votre recyclé qu'on vous propose c'est du post-industriel seulement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la production elle est tellement peu optimisée, qu'il y a tellement de chutes qu'on arrive à refaire du recyclé? Ou bien qu'on est en train de fabriquer pour remettre direct dans la boucle pour vous dire que c'est du recyclé? Donc là aussi, ça pose quelques questions. Donc il vaut mieux favoriser du post-consommateur, évidemment. Plus complexe, par contre. Plus complexe, plus complexe plus mélangé, il faut plus varié. Bien sûr, il y a toute la logistique qui va avec. Il va falloir récupérer, trier, pouvoir remettre dans la boucle, etc. Et ce qui implique une conception en amont, peut-être spécifique de nos objets, pour favoriser cette fameuse éco-conception dont on parlera effectivement tout à l'heure. Les matériaux peuvent être compostables aussi. Et ça veut dire que les matériaux vont se dégrader et vont laisser dans la terre des choses utiles pour qu'on repousse. Donc des nutriments, des choses comme ça. C'est pas donné à tous les matériaux de se dégrader de cette manière-là, évidemment. Il ne faut pas non plus confondre biodégradable et compostable. Compostable, c'est une sous-catégorie du biodégradable. On peut être biodégradable et ne pas rendre beaucoup de choses à la terre, juste se dégrader et basta. Alors que compostable, on va aider à repousser. Donc il y a une distinction. Et il y a aussi une distinction à faire entre du compostable à la maison, domestique, et puis un compostable industriel. Aujourd'hui, la plupart des choses qu'on vous présente comme compostable, c'est du compostable industriel. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas loin d'un recyclage finalement, parce qu'il va falloir l'identifier, le collecter, l'identifier, le trier, et l'amener dans une usine à composter qui nécessite de l'énergie pour réunir les conditions qui font que ça va se composter. Donc chaleur, humidité... Voilà, donc c'est pas non plus... c'est pas la même chose que la peau de banane dans le jardin qui va devenir du compost, en fait. Et puis, autre critère que l'on peut associer aux matériaux et qu'il est intéressant de regarder, c'est est-ce qu'ils sont émetteurs de... Alors, VOC in English, Volatile Organic Compound, en français c'est COV, composé organique volatile. C'est quoi ces machins? C'est des émanations de substances qui vont du coup se répandre dans l'air et qui ne sont pas toujours hyper souhaitables pour notre santé. Il y a des matériaux qui n'en émettent absolument pas, donc le verre, la pierre, le métal vont être dénués d'émissions de COV, et puis il y a des matières qui sont assez bonnes dans le genre, comme toutes les peintures, les matières résines, les colles, etc. Donc aujourd'hui il y a un vrai combat contre ces émanations-là, mais il faut être vigilant et choisir un matériau avec un bas taux d'émission de COV quand il est potentiellement émetteur, ça c'est effectivement très important. Ça c'est l'odeur du neuf, quoi. Souvent quand on a... Ça peut être ça, il y a des études qui montrent qu'effectivement à l'intérieur d'une voiture c'est bien pire que sous le pot d'échappement, ou tous les environnements où il va y avoir beaucoup de stratifiés justement qui historiquement ont été très connus pour utiliser du formaldéhyde qui est un des plus fameux COV qui existent aujourd'hui. De plus en plus aujourd'hui quand on achète du stratifié, ils sont dénués de formaldéhyde ou ils sont à très bas taux, mais c'est quelque chose qu'il faut effectivement regarder. Et il y a deux moments où ça va intervenir. Il y a au moment de la fabrication du matériau, les gens qui vont travailler dans ces environnements-là, et puis et c'est beaucoup plus dangereux d'ailleurs à ce moment-là, et puis il y a nous vivant dans les environnements de ces matières qui sont tout le temps là. Et quand on regarde la matière plastique émettrice, elle est quand même très présente dans nos environnements, ne serait-ce que par la peinture qui peut émettre. Donc il faut être vigilant à ce niveau-là. Donc il y a des choses qui, je le disais, naturellement n'en émettent pas, et puis quelques trucs sur lesquels il faut être vigilant. Et puis le dernier critère à regarder éventuellement quand on parle de matériaux, c'est la recyclabilité. Alors beaucoup vont l'utiliser comme un critère hyper intéressant en disant oui mais moi mon projet il est en matériaux recyclables. Ouais, ça reste une théorie en fait. Donc c'est bien d'avoir un matériau qui est théoriquement recyclable, c'est mieux qu'il ne le soit pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va être recyclé.
Donc ça, c'est vraiment le step d'après, c'est se dire, ok, moi j'affirme que mon matériau, mon projet, mon objet, il est fait en matériaux recyclables, mais est-ce que je sais s'il est vraiment recyclé? Et ça, c'est de plus en plus d'entreprises vont se préoccuper de cette question-là, vont aller un petit peu plus loin et mener l'enquête pour savoir si c'est vraiment recyclé. Et c'est là où c'est intéressant de proposer des services, où là on va pouvoir plus facilement gérer, de vendre un service, on peut gérer le produit, voilà. Ouais. Du coup l'entreprise peut être garante de ça. Après, c'est extrêmement compliqué quand même d'assurer que son produit est recyclé, parce qu'aujourd'hui, les filières de recyclage, elles sont très hétérogènes, que ce soit à l'intérieur d'un pays, entre des municipalités, où des systèmes de recyclage ne sont pas à égalité parce qu'on n'a pas le dernier cri de la machine à infrarouge qui va traiter le truc, etc. Entre pays, des grandes disparités aussi. Donc, quel est son marché? Où est-ce que le produit va? C'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à contrôler. De plus en plus, on engage la responsabilité des producteurs, mais c'est vrai que c'est un truc qui n'est pas facile à régler, on l'entend bien. Et on se retrouve avec le PET dont on parlait tout à l'heure, donc la matière des bouteilles plastiques. Aujourd'hui, on sait bien recycler les bouteilles plastiques, on le sait, mais il suffit d'un tout petit truc pour que ça change. Par exemple, la même matière colorée en noir, il y a plein d'endroits où elle ne va pas être recyclée parce que les machines infrarouges ne vont pas détecter la couleur noire. Et hop, ça va être mis de côté, alors que la matière est la même. Donc théoriquement, elle est recyclable, mais simplement pour une question de couleur, ça ne va pas forcément marcher. Il suffit qu'il y ait un petit insert, une impression un peu trop importante, un petit bidule, un machin, hop, ça passe à la trappe, ça va être écarté. On a le même problème avec les bouteilles de lait, je crois, maintenant il y a des bouteilles de lait en PET qui sont blanches, alors qu'initialement c'était les... Ouais, alors bon, ce qui est intéressant, c'est que de toute façon, l'industrie du recyclage, parce que c'est une vraie industrie maintenant, très profitable, en plus, elle est là, elle est derrière, elle innove constamment, et de plus en plus, on trie des choses qui étaient intriables il y a 2 minutes. Donc voilà, tout ça est en train de se mettre en place, mais c'est assez compliqué. Il faut qu'il y ait aussi des marchés derrière pour que ça soit recyclé, pour que ça soit intéressant. Donc le gisement est-il suffisant? Est-ce qu'on va pouvoir recycler derrière? Toutes ces questions-là se posent, qui fait que c'est pas parce que c'est recyclable que c'est recyclé, mais c'est pas si facile que ça de garantir que ça va être recyclé, c'est certain. Par contre, la conception, elle est évidemment hyper importante, parce que si moi, en tant que designer, je sais que les bouteilles noires, a priori, à 80%, elles ne sont pas recyclées, et que je décide de faire une bouteille noire, j'ai une petite responsabilité quand même dans le choix. Alors bien souvent, le designer fait partie du choix, mais... Il n'est pas le seul à choisir, certes, mais en tout cas, ceux qui prennent la décision en amont d'un concept, ils sont essentiels et on va en reparler. Autre option, évidemment, pour la question du recyclage, c'est de concevoir pour que ça soit désassemblable. Quand on commence à avoir des matériaux multiples dans un objet, c'est s'assurer qu'on va pouvoir, en fin de vie, désassembler, justement en vue d'un recyclage facilité. Donc pensez aussi à des systèmes d'assemblage qui sont plutôt mécaniques et qui vont éviter d'utiliser de la colle pour qu'ensuite on n'arrive pas à détacher les différentes parties et les différentes matières. Et il y a plein de ressorts aujourd'hui qui peuvent aussi faire partie de ressorts esthétiques sur des assemblages sans colle, avec des choses qui peuvent être assez sympathiques. Donc voilà, donc en gros on joue avec 6 critères, 6 attributs environnementaux que l'on peut associer aux matières avec lesquelles on travaille régulièrement. Encore une fois, et on l'a vu un petit peu dans les exemples que je vous montrais, c'est pas parce que vous seriez monomatériaux renouvelables que vous êtes forcément moins impactant qu'une autre solution à côté. C'est effectivement très compliqué, très imbriqué, et on va voir ensemble pourquoi. Il y a des choses aussi qui peuvent vous garantir certains trucs, comme des labels. Donc c'est comme le AB de l'agriculture biologique ou le Max Havelaar, il y a aujourd'hui des garanties proposées par des tierces parties qui vont venir un petit peu vous auditer et regarder ce que vous faites. Aujourd'hui dans le domaine du bois, si on ne prend pas un bois qui est labellisé, certifié, même FSC ou PEFC, on est quand même un peu à côté de la plaque, ce serait dommage. Donc là, vous avez la garantie que les forêts dont est issu le bois ou le papier sont gérées durablement, donc on ne fait pas des coupes n'importe comment et on a une gestion qui est vraiment raisonnée. Donc ça, c'est quand même une base, on va dire. Vous avez aujourd'hui des labels comme le Global Recycled Standard qui va vous donner une idée de est-ce qu'il y a vraiment de la matière recyclée dans le matériau que vous choisissez ou pas. Et quand on parlait tout à l'heure des COV, les composés organiques volatiles, il y a certains labels comme GreenGuard ou Carb2 qui vous garantissent aussi qu'on est un petit peu plus sain en termes d'émissions, par exemple. Donc ça permet de se diriger un petit peu plus rapidement en faisant confiance
Là, on pourrait discuter aussi sur la confiance à attribuer à ce genre de choses, mais bon, disons que faisons confiance sur ces étiquettes qui sont données. Et aujourd'hui, il y a un autre document qui s'appelle l'EPD pour Environmental Product Declarations. C'est aussi la fiche FDES en français, plus ou moins équivalent, qui propose en fait des analyses de cycle de vie du matériau qui vous est proposé. Il faut faire super gaffe avec ces objets-là. C'est plutôt des objets pour des experts en analyse de cycle de vie, en impact environnementaux, parce que chaque analyse de cycle de vie, comme je le disais tout au départ, dépend d'un contexte, d'une méthodologie, de base de données avec des versions spécifiques. Donc en fait, on se retrouve avec un document qui en soi est difficilement comparable en général avec d'autres. C'est-à-dire que si vous êtes en train d'hésiter entre matériau A, matériau B, matériau C, et que vous avez les EPD de ces trois-là, juste regarder les chiffres n'est pas la bonne idée. Il faut vraiment regarder quelle a été la méthode, le contexte, le périmètre, le machin, le truc, l'unité fonctionnelle, pour être sûr qu'on compare du comparable et qu'on va vraiment choisir la meilleure solution. Sachant qu'en plus, là, c'est pas comme un écolabel, c'est-à-dire que c'est juste, s'ils ont un EPD, c'est qu'ils ont fait l'évaluation environnementale. Ça ne veut pas du tout dire que le matériau a répondu à des critères spécifiques pour avoir un impact faible. Non, de toute façon, une analyse de cycle de vie, c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste une photographie. Ouais, c'est juste des faits. Voilà, ce truc-là, il a tel impact carbone. Maintenant, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? J'en sais rien. Parce qu'en gros, on est tout le temps dans une forme de comparaison. On essaye de trouver le moins impactant, parce que le pas impactant, il n'existe pas. Sauf à s'arrêter de faire quoi que ce soit. Voire même juste parler, ce qui à une époque était une des pubs de Volkswagen, je crois, où voilà, il y avait un journaliste qui retoquait le mec qui disait nous on est zéro carbone, mais là quand vous parlez vous émettez du carbone, donc en fait on ne va pas s'en sortir. Donc l'idée c'est de comparer. Effectivement, une analyse de cycle de vie, elle n'a pas de jugement, par contre elle peut proposer des points de comparaison ou des points de référence pour la même entreprise pour aller vers le mieux aussi, parce que ça va lui permettre d'identifier quels sont les points les plus impactants et peut-être améliorer ce truc-là. Oui, c'est absolument pas un jugement de valeur, donc il faut savoir manipuler ces trucs-là, et en général c'est mieux de le faire avec des gens qui savent vraiment de quoi ils parlent, parce que ça peut être des conclusions hâtives qui sont contre-productives, en fait, tout bêtement, ce serait dommage. Alors, un autre préjugé, là on sort un tout petit peu des matériaux, on est un petit peu plus large, ce serait qu'il y a toujours une solution. La technologie nous sauvera. Une espèce de croyance comme ça humaine qu'on va forcément trouver un truc. Je voudrais pas être hyper pessimiste en ce jeudi de février, mais bon, si on regarde d'un peu plus près, comme nous le rappelle Sir David Attenborough, on a une seule planète, un environnement fini, et quiconque croirait qu'on peut avoir une croissance infinie dans un univers fini est soit un économiste, soit un fou, soit un économiste. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a un petit truc qui fonctionne quand même pas à ce niveau-là. Donc on a aujourd'hui, par exemple, une des méthodes de calcul des impacts environnementaux s'appelle les limites planétaires, the planetary boundaries, où on sort effectivement de la zone verte et on se dit ben là il n'y a plus possible, ça va pas marcher, on est dans le rouge, ok, bon, mais ça n'empêche pas d'ailleurs plein de projets d'être dans le rouge et de continuer. On a ces limites là, elles sont incontournables. C'est Global Footprint, c'est ça, c'est la même chose? Non, c'est Planetary Boundary, non, Global Footprint, on est plutôt sur l'empreinte carbone, il me semble, sur une concentration un peu... Je ne sais pas si cette date-là vous dit quelque chose pour l'année qui vient de s'écouler. C'est l'année de dépassement, c'est ça? Voilà, c'est l'Overshoot Day, le moment où, donc, globalement, si on prend toute la planète, le 28 juillet, on n'avait plus les ressources nécessaires pour faire les choses que l'on fait. On est à la moitié de l'année, quoi. Au global, sachant que géographiquement, en fonction des zones géographiques, il y en a, c'était en février, et puis d'autres, c'était... Le 10 février, le Qatar, ils ont terminé. La Jamaïque, elle dure jusqu'au 20 décembre, donc c'est les meilleurs élèves. Comme par hasard, il n'y a pas de doute entre le niveau de vie et le style de vie, et puis la capacité à tenir longtemps sur ses ressources. En France, cette année, on était au 11 mai, on n'est pas glorieux. Voilà, donc là, il y a un vrai souci, il y a une vraie question, évidemment, sur les ressources. Et qui, avec la crise énergétique aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience, une mobilisation peut-être sur les questions des économies, mais en attendant, on est largement au-dessus de ce que la planète est capable de nous fournir, en fait. Et tu viens de dire quelque chose d'hyper important, mais on reviendra dessus après, mais c'est la question du mode de vie, quoi, qui est à mon avis un point
Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, est-ce que ça veut forcément dire qu'on doit adopter une attitude décroissante? Ça, c'est un sujet de discussion, mais bon. Donc voilà, on est en train d'essayer de faire rentrer des trucs au forceps, ça peut pas forcément marcher. Voilà, donc c'est ce que vous dit ce rectangle qui essaye de rentrer dans le rond avec un régime approprié de l'exercice, etc. Je vais peut-être pouvoir y arriver, mais c'est pas sûr. Et dans cette idée que la technologie nous sauvera à un moment donné, qu'il y a toujours une solution, un exemple juste historique qui montre qu'on est assez fort pour faire peut-être de la politique de l'autruche. Je prends un exemple des cheminées, enfin de l'évacuation en fait de fumée pour de la production industrielle. Ça est beaucoup lié effectivement à cette utilisation de ressources de manière un petit peu exagérée et liée à la révolution industrielle. On a commencé à avoir des usines, à devoir rejeter des fumées plus ou moins toxiques. Donc on a commencé avec des petites cheminées et puis on s'est rendu compte que les gens autour se plaignaient parce qu'ils commençaient à tousser, à être malades à cause des fumées. Donc solution technologique, on va monter un petit peu la cheminée, comme ça ira mettre ça un peu plus loin et les gens éviteront de venir nous le dire peut-être. Voilà, et petit à petit on est monté, on rejette la pollution plus loin. Donc on n'en a peut-être pas forcément vent, mais elle est toujours existante. Ça, c'est une solution technologique qui est choisie, assez caricaturale, qui montre que, on trouvera toujours un moyen. Autre chose qui revient assez constamment aujourd'hui, crise énergétique aidant, trouvez-nous un moyen pour qu'on fasse de l'électricité sans qu'il y ait aucun impact. Trouvez-moi un écran, par exemple, qui soit sustainable. Comment ça se fait que vous fassiez pas votre boulot et que vous ne me trouviez pas un écran qui serait sustainable? Moi aujourd'hui, avec les gens avec qui je travaille, la seule chose que je peux leur proposer, c'est ça éventuellement, quoi. C'est-à-dire qu'un écran, et encore, parce que l'écran lui-même en termes de matière et d'énergie pour être fabriqué, il a mobilisé beaucoup de choses, mais pour le faire tourner, je n'ai pas encore trouvé de solution qui soit sans impact. Donc on peut peut-être proposer aux clients effectivement de toutes les grandes marques devant les boutiques et les vitrines de se mettre à pédaler pour pouvoir avoir les animations proposées en vitrine. Mais voilà, il y a effectivement un truc qui a du mal à fonctionner. Autre préjugé, c'est qu'on pourrait changer sans rien modifier. Qu'on peut business as usual, mais trouvez-moi une solution qui soit plus sustainable, évidemment. Là encore, il n'y a pas forcément de miracle si on regarde de près. Et c'est ce qu'on évoquait, et c'est là où la responsabilité du design, ou en tout cas de ceux qui émettent les concepts, vient nous sauter à la figure. Et je suis aussi designer de formation, et je commence à réaliser à quel point, c'est peut-être très naïf, à quel point c'est essentiel ce moment où une image est émise. C'est-à-dire au moment où on pose le concept et on commence à le formaliser esthétiquement, entre autres, et donc ça définit tout derrière. C'est-à-dire que cette image que l'on pose là sur la table en disant « Ah, j'aimerais bien que mon machin ressemble à ça », et tout le monde adhère, les solutions matières, les solutions technologiques, tout ce qui va en découler, le cycle de vie entier, finalement, il est déclenché par ça, par cette image. D'où l'importance de l'image en question, qui peut complètement changer la donne. Et là, ce qui est hyper important, je pense, c'est de souligner la différence entre un concept et une idée. En fait, un concept, c'est pas nécessairement une idée. Un concept, c'est ce qu'on va chercher à défendre en tant que designer, mais en tant que marketeur. C'est ça qui est important. Et il faut revenir à cette source-là pour se dire, il peut y avoir une idée, une autre, qui va être au service du même concept. Et là, le jeu, ça va être de choisir l'idée qui est la moins impactante, effectivement. Et donc, en saisissant bien cette nuance entre un concept et une idée, et en se disant que, ok, mon idée, c'est peut-être pas top, parce qu'elle va être extrêmement impactante, je le sais, elle va nécessiter d'utiliser de la résine, de la colle, des machins, des trucs, mais moi, ce qui m'importe, c'est mon concept. Donc, c'est peut-être pas nécessaire que je garde cette idée, je peux peut-être en changer pour trouver quelque chose de moins impactant. J'explique ce truc concept-idée, j'ai pris un concept qui est assez en vogue, qui est celui de la libération de la femme. Il y a plusieurs idées qui peuvent servir ce concept-là. Moulinex avait des idées.
Il libérait la femme, c'était sa campagne de pub à une époque, et il proposait pour libérer la femme tout un tas d'appareils électroménagers qui allaient la dégager en termes de temps domestique. C'était une manière, c'est vrai, de libérer la femme, c'est une idée. Je ne suis pas sûre que ça soit la meilleure aujourd'hui, mais ça c'est à discuter. Mais il peut y avoir d'autres idées que l'électroménager. Ça pourrait être cette parité à laquelle on aspire, qu'on tente de mettre en place. Ça pourrait être se débarrasser des hommes. C'est une idée comme une autre. Voilà, ou faire complètement la révolution. Et c'est ce que, voilà, il n'y aura pas de libération de la femme sans une révolution. On voit bien qu'il y a plusieurs idées. Elles ont toutes plus ou moins d'impact. Choisir celle qui vous convient le mieux, mais ça sert le même concept. Si je veux faire un concept de mur végétal, je peux passer par des plantes véritables, des plantes artificielles en plastique, des machins qui imitent les plantes et qui seraient à base de matières recyclées. Tout ça, ça va se décliner, ça va effectivement pas avoir la même esthétique, je le comprends tout à fait, je le conçois complètement. Mais par contre, on peut quand même servir ce concept-là du végétal sans nécessairement passer par une solution unique. Et le design est essentiel à ce niveau-là. Et le design, du coup, pose aujourd'hui cette question de est-ce qu'on peut continuer comme avant ? Est-ce que dans le luxe, par exemple, qui est souvent doré, brillant, un peu dégoulinant, un peu dans la surenchère, est-ce que dans l'épaisseur, ou voilà, est-ce qu'on peut continuer comme ça ? Je sais pas. Est-ce que l'esthétique du luxe de demain va vers quelque chose qui est beaucoup plus épuré, beaucoup plus sobre, qui revient aux matières naturelles sans mettre beaucoup de couches dessus ? Et on voit apparaître ça dans des... là, on est dans le domaine de ce qu'on appelle le retail, ou dans les boutiques, l'architecture commerciale. On voit arriver ces matières où on revient à du bois brut, à des choses qui ne vont pas en faire des caisses et qui vont reprendre les bâtiments, juste magnifier les endroits où on montre les produits, mais autour, c'est du brut. Où on est dans une lecture un petit peu différente, des moyens... un petit peu plus parcimonieux. Ici, chez Hermès, on est tasseau de bois, papier. Voilà, est-ce qu'on va vers ces codes-là esthétiques ? Et ça pose effectivement de vraies questions. Une manière aussi de travailler en tant que designer, que créateur, c'est de viser une durabilité esthétique. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous plus ou moins cette conscience de là, je suis en train de faire un truc qui est gadget, un truc qui est mode, qui va durer 2 minutes, mais pas plus. Est-ce que j'ai envie de ça ? Parce que l'esthétique durable, faire un truc, alors c'est pas toujours donné en claquant des doigts, de se dire je suis en train de créer un truc qui va durer 100 ans et qui dans 100 ans sera toujours sexy, désirable. Mais c'est un peu le challenge aussi, de se dire qu'on est dans quelque chose qui est tellement bien fait, conçu, travaillé, réfléchi, pensé, dessiné, que ça va durer longtemps. Et est-ce que, parce que quand tu dis ça, on pourrait penser qu'on va vers une forme de standardisation, c'est-à-dire qu'on aurait des objets ou des aménagements d'espace, des habits qui du coup auraient une sorte d'esthétique figée dans le temps puisqu'on vont durer plus longtemps. Ou est-ce que aussi une autre possibilité, ce serait pas, puisqu'on a souvent, on va s'habiller d'une certaine manière pour être proche d'une certaine communauté ou pour être reconnu des autres. Et est-ce que aussi le fait de pouvoir se libérer de ça et d'accepter la différence de l'autre, ou la différence d'avoir des voitures très variées et que ça ne nous choque pas que ce soit un multiplat plutôt qu'une Tesla, peut aussi amener une forme de diversité, mais du coup d'accepter ça va limiter justement cet effet un peu de mode, de changement. Il y a peut-être... Moi, j'ai pas la réponse à grand chose. Hein. Je m'interroge comme toi, je suis tout à fait d'accord. Pour un client, j'ai fouillé un petit peu sur les questions de la nouveauté parce que j'essayais en termes de préjugés justement de détruire le préjugé qu'il faut toujours du nouveau, qu'on n'ait pas forcément besoin de... Quand on regarde un peu, j'ai à peine abordé cette question-là, mais en termes neurologiques, psychologiques, il semble que l'humain soit vraiment programmé pour aimer la nouveauté. Coup dur. Dit, je ne vais pas pouvoir utiliser cet argument qu'en fait l'humain n'aurait pas besoin de nouveautés pour vivre, il y a besoin d'un désir renouvelé constamment. Donc c'est là où c'est sûr qu'on est un petit peu embêté, parce que là encore notre nature, et à plein d'égards, elle a l'air de ne pas être très compatible avec quelque chose de durable. Donc est-ce qu'il faut juste accepter la nature humaine et se dire que tant pis, il n'y aura plus de planète bientôt ?
et puis profitons-en, ou bien est-ce qu'il faut lutter contre ces instincts-là? Je sais pas, mais c'est vrai que... Alors est-ce qu'il y a un moyen d'avoir une espèce de pérennité esthétique tout en gardant de la diversité? Peut-être c'est un des challenges pour les designers. Il y a quand même un truc sur la durabilité, dans cette question de durabilité dans le temps, pas sur développement durable nécessairement. Mais cette idée de faire durer les choses, c'est un des ressorts évidents d'une économie qui fonctionne un petit peu mieux. Et donc, l'attention que l'on porte aux choses, même si elles sont très diverses, si elles sont faites en vraie matière, en belle matière, si elles sont bien faites, elles vont durer plus longtemps. Je pense qu'elles resteront plus désirables, mais pour d'autres peut-être là aussi. Exactement. Ça peut circuler. C'est ce qu'on voit avec Vinted, voilà, tout le vintage, etc. Mais même dans l'architecture, les bâtiments, on voit très bien qu'on se retrouve encore avec des bâtiments qui datent du Moyen-Âge et d'avant. Il y a de la diversité malgré tout dans les styles, mais ils sont toujours debout, alors qu'aujourd'hui, sur certaines constructions que l'on voit sortir, on se demande si dans 2-3 ans, elles seront toujours là, en fait. Et parce que les choix de matière, très souvent dictés par des questions budgétaires, sont pas les bons. On voit très bien qu'au bout de 2 minutes, il va y avoir des coulures, des machins, des bidules, des trucs qui font que... Alors je veux pas passer pour avant c'était mieux mon pauvre monsieur et c'était beaucoup mieux fait, mais il y a un peu de ça quand même. On pourrait mieux faire avec les connaissances qu'on a. Par contre, il faut peut-être quand même un chouïa ralentir sur la rythmicité du truc, quoi. C'est-à-dire que s'il faut sortir des collections tous les 2 jours et qui vont de toute façon être mis 2 fois si on parle des vêtements et qui seront après, espérons peut-être réutilisés, mais et encore. Aujourd'hui, on sait faire du très bien, mais on ne choisit pas forcément de le faire. Voilà. Et on va aussi de plus en plus vers le réemploi, à la réparation. Donc tout ça permet la rénovation dans le bâtiment. Oui, donc tout ça aussi permet d'avoir une activité économique sans avoir à reproduire des nouvelles... Non, tout à fait. C'est tous ces ressorts-là qu'il va falloir activer. Donc voilà, donc on fait quoi? Il faut faire une petite pause peut-être? On peut faire une petite pause. Cela dit, on l'a un peu faite là maintenant. Je t'ai posé quelques questions. Je ne sais pas si on n'a pas de questions. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Moi après j'avais noté quelques éléments, mais peut-être que tu vas revenir dessus. En tout cas, il y a ces notions d'impact environnemental, de quantification. On a quelque chose d'assez complexe. Et puis après, tu nous parles plutôt de qualité des matières, qui peuvent être aussi une bonne manière de penser la conception. Et puis il y a cette notion essentielle qui est le concept. C'est-à-dire que pour le pratiquer aussi en tant que designer, c'est vrai que quand on arrive avec un concept qui permet déjà d'intégrer des aspects environnementaux, enfin cette question de l'impact environnemental, et que déjà les porteurs de projets qui amènent la solution, ils ont déjà un peu cette sensibilité-là, ils ont déjà réfléchi à la question. Du coup, pour le designer, ça lui permet aussi d'avoir des marges de manœuvre qui lui permettent de faire des propositions esthétiques qui intègrent déjà cette qualité-là. Parce que si elle n'est pas dans le concept, c'est difficile de dessiner quelque chose c'est certain. Qui soit une solution magique à ce niveau-là. Oui, je pense que ce qu'on va discuter là maintenant répond entre autres à ça. Donc c'est avoir constamment la conscience en fait des choses, de qu'est-ce que c'est que... Alors le fameux développement durable en français, c'est pour ça que là pour le coup je préfère vraiment l'anglais, de sustainability ou de sustainable, et cette idée de durabilité, effectivement, mais de quelque chose qui se soutient lui-même, développement durable, il y a un truc un peu contradictoire, presque même dans le mot. Donc c'est pour ça que là, je le garde en anglais, mais d'être conscient que c'est à la rencontre de 3 piliers, en fait, qui sont People, Planet, Profit, la question sociale, la question économique et la question environnementale. Parce qu'on a tendance à mettre l'environnement un petit peu... en premier, en fait, je ne sais pas forcément une critique, mais c'est vrai qu'il y a la dimension sociale et économique. Et il n'y a que quand les 3 paramètres se rencontrent qu'on est vraiment dans quelque chose qui serait soutenable. Exemple, le café agriculture biologique ou le thé, là vous êtes sur la partie planète, environnement, super, mais vous n'êtes pas à l'intersection. Par contre, si votre café il est Max Havelaar ou Fair Trade, on va y avoir une garantie qu'on adresse la question sociale et économique, mais il n'est pas forcément AB. Donc s'il est AB et Max Havelaar, jackpot, on est soutenable. Ça vient tout à fait c'est en complément, même c'est la même
la même réflexion de Salim Douma qu'on avait reçu la dernière fois, et qui était exactement sur ces 3 piliers, quoi, les utilisateurs, l'entreprise et la planète. Alors nous, on a tendance à proposer un quatrième P, parce que c'est People, Planet, Profit in English. Et il y a plein d'autres personnes aussi qui proposent des P un petit peu différents. Nous, on proposerait bien Pleasure, de garder un peu de plaisir quand même dans cette histoire, parce que c'est vrai que ça a souvent l'air assez austère. Et aujourd'hui, la question environnementale, la question développement durable, elle est souvent perçue comme une contrainte supplémentaire dans les entreprises. Avec un espèce d'effet comme ça en cascade du boss qui a décidé qu'il fallait faire moins 30% d'impact carbone et puis hop, tu vas me le faire. Et puis le dernier de la chaîne qui se récupère le truc où il faut qu'il soit rapide, pas cher et maintenant en plus écolo, ça fait trop. Donc cette idée aussi de plaisir reste essentielle. Désirabilité. Oui, qu'on s'amuse un peu quand même. Parce que, le design est là aussi pour amener cette notion-là. Espérons, ouais. Essentiel. Alors dans les mots-clés comme ça aussi dans ce domaine-là, il y a l'écosystème qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. Quel est ton écosystème? Donc en gros, c'est quoi ton groupe, ta horde, mais avec qui on travaille, avec qui on échange, avec qui on est en lien en fait. Là c'est juste aussi sur le fait que le cercle, qui est quelque chose qu'on retrouve dans la nature comme forme, et pas trop le rectangle qui est plutôt une invention humaine. Voilà, c'est cette idée que ensemble, alors ça fait un petit peu prenons-nous tous la main et le monde est très beau, mais il y a cette envie-là. Et la question de l'écosystème, je crois qu'on l'a pas mal éprouvé pendant les questions de confinement, pandémie, etc. On s'est soudain rendu compte que cette idée-là du vol, du battement d'aile d'un papillon à un endroit pouvait créer un tsunami à un autre endroit. Il y a eu des effets comme ça, des conséquences à l'arrêt de nos activités à l'autre bout du monde qu'on n'attendait pas du tout, on ne se rendait pas compte que les trucs étaient liés, et je crois qu'on en a eu une belle démonstration. Donc en fait on ne marche pas tout seul, quoi. Aujourd'hui il y a une pénurie sur les semi-conducteurs, dont vous avez tous entendu parler, ça pose des soucis sur la construction d'ordinateurs, de voitures, de plein de trucs. Taïwan c'est le pays le plus producteur de semi-conducteurs. Pourquoi il y a une pénurie? C'est pas seulement parce qu'il y a une demande hyper accrue, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas capables d'assurer la production à cause de la sécheresse. Parce qu'il y a beaucoup d'eau qui est nécessaire à la production des semi-conducteurs. Il n'y a pas assez d'eau à Taïwan en ce moment à cause de la sécheresse. Je ne vais pas faire un lien direct de cause à effet sur les questions de changement climatique. Il y a sûrement une influence, mais je ne suis pas non plus l'experte à ce niveau-là. On pourrait se dire qu'il y a juste une sécheresse. Il y a des sécheresses, voilà. Mais en tout cas, il y a une sécheresse, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de semi-conducteurs. Voilà, des espèces d'enchaînements comme ça. Donc tout est lié. On est sur une planète où tout est lié. Il ne faut pas perdre ça de vue. L'écosystème, il est aussi hyper important qu'on ait une entreprise, d'être conscient de qui on embarque dans son core business, mais tout autour, jusque un écosystème étendu, vos fabricants, les gens en amont, en aval, et que tout le monde soit dans le même bateau, informé de la même manière, au même niveau de connaissance, participera quand même d'une meilleure évolution, plutôt que garder son truc et puis pas, voilà, et s'entraider. Voilà, c'est des choses importantes. Et du coup, dans les écosystèmes, il y a des rapports entre les espèces, entre autres des rapports de symbiose qui ne sont pas toujours positifs, mais dans la symbiose, il y a l'idée qu'il puisse y avoir une situation de mutualisme où on est dans du win-win, comme on dirait aujourd'hui, et voilà, le poisson clown, il est protégé par l'anémone, mais il apporte aussi par ses excréments de la nourriture, donc il y a une situation où tout le monde est content. Le buffle, l'oiseau qui est là, il bouffe les insectes qui n'arrêtent pas de l'embêter, et l'oiseau, il voyage gratos avec de la nourriture, donc il est en première place, c'est nickel. Donc voilà, et ce type de relation qu'on observe constamment, évidemment, dans la nature, aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt pour la nature. On parle aussi beaucoup de biomimétisme aujourd'hui, essayer d'aller prendre ces leçons dans la nature, d'en retenir les bons enseignements, parce que la nature nous a quand même fait la démonstration d'un système qui, pour le coup, est extrêmement sustainable, et il n'y a que l'espèce humaine qui, jusqu'à présent, a mis en danger sa survie et la survie des espèces, des générations à venir, quand même. Donc, si on regarde un peu comment ça se passe, d'où l'intérêt aussi de préserver la biodiversité, parce qu'on garde tous les cahiers de recettes de toutes les idées intéressantes de toutes les espèces. Si on commence à avoir des espèces qui disparaissent, c'est autant d'idées qu'on aurait peut-être pu utiliser
qui disparaissent. Donc préserver la biodiversité, c'est pas du tout juste pour le plaisir de s'occuper des animaux, mais c'est plutôt pour notre survie à nous. Et là, il y a la traduction de ces questions de symbiose en fait, et d'échanges vertueux. On est à Kalundborg, c'est une ville danoise exemplaire dans le monde parce que, entre autres, en parc industriel, entre entreprises, ils se sont arrangés pour que les déchets des uns soient les flux entrants des autres. Et, voilà. Et on construit un parc industriel comme ça. Dès qu'on a un déchet identifié dont personne ne veut, on va essayer de faire venir une entreprise qui pourra l'utiliser. Donc ils ont tout un système qui est beaucoup plus vertueux. Ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Tout à fait, voilà. Et un des mots-clés aussi hyper importants, c'est le fameux cycle de vie. Donc c'est là où c'est hyper important et le design détermine tout ça, c'est qu'ensuite on va tourner autour d'une boucle, d'un cercle à nouveau, des matériaux et de l'extraction, à la fabrication, le transport, packaging, l'utilisation par les gens qui auront acquis l'objet en question, mais ça peut aussi être un cycle de vie de service, et puis la fin de vie. Et on essaye de boucler. Donc ce cycle de vie, de l'avoir tout le temps en tête quand on conçoit, c'est essentiel évidemment parce qu'on peut déjà anticiper la fin de vie évidemment du truc qu'on est en train de... Et quand tu parles de design, il faut bien l'entendre, c'est le mot anglais en termes de conception bien sûr. Et pas uniquement de la forme. Non. Voilà un petit exemple pour une chaise où on a planté les arbres, on récupère les troncs, on va les façonner, etc. Donc les cycles de vie comme ça, ils vont dépendre évidemment de chaque produit, mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et donc cette fameuse éco-conception, la définition normée d'ailleurs, c'est réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service, à service rendu équivalent ou supérieur. Il y a deux choses importantes là, c'est que donc on cherche à réduire, mais tout au long du cycle de vie. Donc c'est pas un truc qui est juste sur une des étapes, et c'est surtout à service rendu équivalent ou supérieur. Parce que c'est pas si difficile de baisser les impacts si on change le service et qu'on le dégrade. Par contre, si on doit garder le même service, voire même en apporter plus, là, le challenge, il est un petit peu plus important. En éco-conception, c'est ce qu'on appelle l'unité fonctionnelle. Tout à fait. Et donc, c'est un mouvement d'amélioration continue, parce que c'est pas comme si, ok, alors j'ai... conçu cette gourde, la prochaine version je vais mieux faire et puis basta, je m'arrête. En fait, constamment, on va revenir sur toutes les étapes du cycle de vie, les adresser, se poser la question, est-ce que je peux améliorer ci, ça, ça, ça et ça. Il y a des fois, ça ne sera pas possible maintenant, mais à la prochaine version ou celle d'après, on aura fait évoluer les choses et on pourra y arriver. Donc en fait, c'est constamment remettre ça en jeu. Et ce qui est intéressant, mais du coup, c'est en lien avec la circularité, mais ça permet aussi de prendre conscience qu'il faut se défocuser du produit et avoir une vision plus globale, et du coup la circularité, c'est voilà. Donc circularité aujourd'hui, presque développement durable, c'est circularité, c'est le new green du développement durable, et qui fait entre autres appel à un préjugé, c'est que recycler c'est la priorité. Parce que dans cette idée de circularité, on se dit si on recycle, c'est le top, on est circulaire. Mais non, en fait. Si on regarde un petit peu plus précisément, aujourd'hui, on est plutôt toujours encore dans une économie linéaire. Donc c'est take, make, waste. Je prends, je fabrique et je jette. L'économie du recyclage, on fait quelques petites boucles, effectivement, mais on finit quand même par jeter, alors que l'économie circulaire, l'objectif, c'est de ne jamais atteindre la poubelle. Et vous avez ici le diagramme de Ellen MacArthur qui s'est engagée sur ces questions circulaires. Si on regarde que la partie droite bleue, parce qu'on est sur plutôt de l'objet, alors que là on est sur le côté agricole, take, make, waste, cette économie linéaire, elle est représentée là à la verticale, et puis vous avez les boucles de la circularité. Et ce qui est intéressant, au-delà de se dire, oui, je peux maintenir, réparer, réutiliser, refabriquer, recycler, mais recycler, c'est la dernière roue du carrosse, quoi. C'est la dernière boucle à laquelle on devrait faire appel. Pourquoi ? Parce qu'on le voit bien, on remonte très haut quand même dans cette chaîne linéaire, on va redépenser beaucoup d'énergie pour recycler. Donc c'est quand même beaucoup mieux d'essayer de maintenir, et donc on revient sur la durabilité, la réparabilité, etc., que de recycler finalement. Donc cette idée-là du recycler, j'ai utilisé la matière recyclée, je vais recycler, donc tout va bien. Oui, ok, mais il y a mieux en fait à faire. Le premier truc, ce serait de ne pas faire déjà. Et bon. Donc après, si on fait,
de réduire. Alors on peut réduire, par exemple, en regardant des matériaux et des alternatives avec des choses qui auraient peut-être moins d'impact. Ici, vous avez les fameux matériaux utilisant du mycélium, du champignon, on va dire. Donc on a des déchets agricoles qu'on compresse dans des moules, on fait pousser le mycélium pendant quelques jours. Au bout de quelques jours, on met un petit coup de chaud. Le champignon arrête de pousser et on se retrouve par exemple avec un packaging qui est 100% compostable, qui remplace le polystyrène expansé de manière assez favorable. En plus, il peut y avoir une production locale. Là où vous êtes dans votre vignoble, vous pourriez avoir une petite pièce noire où vous faites pousser votre packaging de champignons pour envoyer vos bouteilles. Donc là, on pourrait réduire, parce qu'on va réduire l'impact environnemental, on l'aura calculé, etc. On peut réduire en utilisant moins de matière. C'est évidemment le premier réflexe à avoir. Un projet que j'aime bien, d'une designer que j'aime bien, Christian Mendersma, qui s'appelle One Sheep, One Sweater. Entre autres, moi je l'utilise ici pour vous dire, voilà, c'est ce que la nature vous a donné. Vous héritez d'un mouton, c'est un petit mouton, petit pull, tant pis, un gros mouton, tant mieux, vous aurez un gros pull. Mais on va pas non plus, on revient à cette idée des ressources, elles sont limitées. Après, c'est sans dégrader la durée de vie, quoi. On peut réduire, mais sans Bien sûr, on est toujours dans cette idée-là. On est dans de l'éco-conception, donc on va essayer de ne pas réduire le service. Là, on est sur une autre réduction qui serait celle d'éliminer le packaging. Donc plutôt que d'avoir une bouteille d'eau, on a des gouttes d'eau qui, dans certains contextes de type une réunion, un séminaire, une conférence, plutôt que d'avoir 150 bouteilles d'eau proposées à vos intervenants, vous avez des grands contenants avec des gouttes d'eau qu'on va gober et qui sont recouvertes d'alginate à base d'algues. C'est tous les procédés de sphérification qui sont utilisés par les chefs dans les cuisines moléculaires, etc., qui sont apparus il y a quelques années. Bon, pourquoi pas une nouvelle manière de regarder l'eau et la goutte d'eau, l'eau à boire. Ou bien là, pareil, sur ce packaging où on est en savon liquide à l'intérieur et en savon solide à l'extérieur. Une fois que vous avez fini le savon liquide à l'intérieur, vous passez au savon solide à l'extérieur. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de packaging à la fin. Donc voilà des projets qui permettent de réfléchir à la réduction, par exemple, du packaging superflu. Réparer, c'est un ressort important. Ça, c'est le projet increvable d'une machine à laver qui se répare justement facilement. Parce que ces objets techniques qui sont un peu devenus des boîtes noires dans lesquelles on ne met pas les doigts, ça pose des vrais soucis. Tout n'est pas facilement réparable aujourd'hui, ou en tout cas, il faut être un expert quelquefois pour le faire. Donc revenir à des objets qui peuvent être réparés facilement. Et c'est vrai qu'on voit apparaître aussi, en particulier dans le domaine du vêtement, ici on est chez Patagonia, qui est quand même une marque très impliquée sur ces questions de sustainability. On propose des ateliers pour réparer, des lieux, on fait vivre de plus en plus longtemps les objets, et comme ils le disent, c'est un acte effectivement assez manifeste. On pourrait aussi regarder la réparabilité comme un atout de certaines matières. Ici, vous avez un solide surface de type Corian, Crayon, vous avez plein de marques différentes, et c'est en général de la matière plastique, de la résine mélangée à de la poudre minérale, ce qui donne un composite entre le plastique et la pierre. L'avantage de ces matériaux, c'est qu'ils peuvent se réparer avec leur même matière qui est sous forme liquide. Ensuite, on ponce et on ne voit plus rien. Donc il y a une capacité à la matière d'être, elle n'est pas auto-réparable, parce qu'on pourrait aussi parler des auto-cicatrisants, mais en tout cas, elle se répare facilement pour durer plus longtemps. Même si, dans des études, le solide surface, pour certains contextes, ne se place pas comme étant la meilleure option. Mais si on argumente du fait que ça va pouvoir durer 50 ans, par exemple, là, ça commence à devenir intéressant. Réutiliser, évidemment, ça c'est aussi un ressort. Donc réutiliser des contenants et puis venir les remplir. Donc on a de plus en plus d'offres de ce qu'on appelle le refill pour venir remplir de savon, de cosmétiques, de boissons. Beaucoup de marques sont en train de se positionner sur ces créneaux-là. On peut réutiliser et changer d'usage aussi. Coca-Cola avait proposé des packs où on a des plugs sur leurs bouteilles pour faire tout un tas de choses avec leurs bouteilles. Qui n'est pas arrivé en Europe pour des questions de législation, figurez-vous, parce que ça rend la marque attaquable sur le fait que quelqu'un pourrait mettre du détergent dans un espèce de truc qu'un gamin, donc elle pourrait être tenue responsable. Donc on n'a pas eu ce type de plug qui était offert quand vous achetiez un pack de 6 bouteilles de coca, par exemple, mais qui montre qu'on peut vraiment réutiliser la bouteille à d'autres choses, même si elle est aussi potentiellement recyclable. Les 5.5 aussi qui avait fait un projet avec Duralex. Ouais, tout à fait. Pour mettre des petits accessoires, tout à fait. 3D.
Ici, on a la même bouteille éventuellement, mais ça peut être de marques concurrentes qui sont utilisées pour faire comme des ampoules finalement, qui sont positionnées avec un petit peu d'eau dans des toits de bidonvilles en fait, dans les tôles ondulées où les gens n'ont pas l'électricité et n'ont pas la lumière. Alors évidemment, ça ne marche que quand il fait jour dehors, mais déjà ça, eux passaient la journée dans le sombre, dans ces habitations assez précaires, et du coup, simplement en installant ça dans le toit, on se trouve avec un système D et ça illumine les intérieurs de manière assez impressionnante, donc ça c'est assez sympathique comme projet. Mais on peut aussi penser à réutiliser, là les boîtes à chaussures qui sont non seulement déjà des boîtes à chaussures sac, parce que souvent on vous donne une boîte à chaussures que l'on met dans un sac, donc là il y a déjà la hanse, on s'affranchit du sac, et en plus c'est conçu pour pouvoir s'entasser et devenir en fait un meuble à chaussures. Alors ça vous oblige à n'acheter des chaussures que chez cette marque-là, ça c'est un autre souci, mais voilà une idée aussi de réutilisation. On peut refabriquer, c'est-à-dire redonner un petit coup de jeune et c'est reparti. Ça se fait beaucoup dans le mobilier forcément, dans une idée un peu de restauration, refabrication. Et on peut recycler, évidemment, ce dernier ressort, ces objets sont fabriqués à partir de sacs plastiques qui sont recyclés. Alors, recycler avec un sens très large, qui peut être aussi de l'upcycling. Donc soit on recycle exactement dans le même circuit, soit on réutilise, on recycle. Donc on est, c'est vrai, vous pourriez me dire, à la limite entre le réutiliser et le recycler dans ces exemples-là. Recycler ici sur du plastique, recycler qui devient ces tuiles en fait qui peuvent être utilisées dans le bâtiment. On recycle ici de la poudre de matière textile recompressée pour faire des panneaux qui peuvent être utilisés pour faire du mobilier par exemple. Ou bien ici on recycle le métal issu d'armes de contrebande qui sont récupérées et qui sont refondues pour vous proposer par exemple une montre. Donc on est sur du recyclé un peu engagé à ce niveau-là. Il y a aussi le facteur social, et de plus en plus on voit des marques se positionner ici sur de l'or qui serait ethically minded, non pas seulement miné, mais aussi en termes d'approche, on est sur quelque chose qui est plus éthique, qui offre des garanties sur la provenance, entre autres de l'or, or qui est une matière qui pose beaucoup de questions environnementales et sociales aujourd'hui sur son exploitation. Beaucoup de marques aussi qui s'engagent dans des causes, et donc là on est dans de la philanthropie en fait, mais on a des engagements sociaux assez marqués. Et puis il y a aussi l'idée de respecter, et on en parlait tout à l'heure, sur les COV, de se positionner quand on choisit le matériau et de respecter les employés qui ont travaillé à la fabrication de cette matière par exemple, et donc intégrer ces questions-là aussi dans une dimension sociale. Et puis, peut-être que la dernière étape sur la question circulaire, c'est de reconsidérer la manière dont on fait les choses, tout bêtement, et se dire, on va se faire fi d'un nombre conséquent d'objets, et finalement, l'objet téléphone portable sur lequel on peut taper aussi à bras raccourcis pour tout un tas de questions de défauts ou de choses comme ça, mais qui est aussi un objet qui va concentrer tout un tas de fonctions, et qui donc remplace beaucoup d'autres appareils. Alors là, il y a des conséquences économiques aussi, sur tous les gens qui fabriquaient ces appareils, mais malgré tout, on a une concentration de fonctions qui rend l'appareil intéressant à ce niveau-là. Reconsidérer l'idée d'acheter, mais plutôt de louer. Et donc là, on est effectivement sur une économie de la fonctionnalité où on se dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est avoir une veste. Je vais l'utiliser 10 jours par an quand je vais au ski, est-ce que ça vaut le coup que je l'achète ? Si je la loue, ça sera peut-être aussi intéressant. Donc on voit des glissements aujourd'hui sur des modèles économiques qui vont aller de la vente à la location améliorée ou à un service qui est proposé, et plus tant que ça une concentration sur le bien lui-même, mais tout ce qui est attaché. Donc ça, c'est d'autres manières d'envisager la possession aussi, et qui pose des vraies questions personnelles. C'est ma veste, c'est plus ma veste. Donc voilà, ça peut poser des questions. L'idée de partager, il y a plein de gens qui vont être réticents. C'est vrai qu'au moment du Covid, le partage des voitures, qui avait envie de rentrer dans une voiture partagée pour mettre les mains sur le volant, ne sachant pas si sa personne d'avant avait contracté la maladie. Donc ça a pris un petit coup. Malgré tout, quand on regarde l'objet voiture, on sait que à 97-18%, la voiture, elle m'attend sur le parking. Elle n'est pas utilisée, pourtant on a fabriqué ce truc-là qui est beaucoup de matière, de l'énergie, c'est là,
Donc maintenant que c'est là, partageons-la pour maximiser son utilisation. Et ça, c'est une autre manière de réfléchir qui n'est pas encore complètement ancrée dans les mœurs, dans nos esprits, jusqu'à des marques qui vont proposer de ne pas acheter leurs produits si vous n'en avez pas besoin. Bon, paradoxalement, ils n'ont jamais vendu autant de vestes que quand ils vous disent de ne pas l'acheter. Donc là, il y a aussi un truc psychologique chez l'humain qui décidément échappe à la volonté d'être plus responsable. Mais c'est une autre manière de regarder. Donc en bon français, je pense qu'il faut révolutionner tout ça. Et regarder les choses autrement. Le designer à ce niveau-là, il a un rôle crucial à jouer, c'est certain. Je ne sais pas si on continue ou pas, mais parce que peut-être que... Alors, il nous reste un quart d'heure. Alors, n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, on peut continuer. Et puis ensuite, on fera une dernière petite conclusion. Je te poserai aussi quelques questions, des petites réflexions que je te partagerai. Alors, on en parlait tout à l'heure, parce qu'on a commencé même par des résultats d'analyse de cycle de vie. Il y a cette question de mesurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, y aller au doigt mouillé et dire « je pense que le bois, ça va être mieux », on voit bien que ça a des limites. Donc, il faut vraiment être capable de garantir que c'est vraiment la meilleure solution. Et aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on ne peut pas gérer quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Bon, ça a l'air d'être une phrase de comptable, mais c'est un petit peu la réalité. Il y a différentes manières de mesurer en fait, les impacts des choses que vous faites. La manière la plus simple, qui s'appelle une étude de flux, c'est regarder un flux comme par exemple le poids, et de se dire, est-ce que je peux faire évoluer ce truc-là? Alors là, il faut juste un peu se méfier d'un truc, c'est si je fabrique ma gourde en acier, et que pour la prochaine version, j'arrive à réduire la quantité, le poids d'acier que je vais utiliser, ok, normalement j'aurai moins d'impact, puisque j'ai rien changé d'autre que moins de matière, a priori moins d'impact. Par contre, si je décide de fabriquer cette gourde, non plus en acier, mais en aluminium, et que je la pèse à la fin, je me dis, youpi, elle est moins lourde, donc c'est cool, j'ai moins d'impact. Non, ça marche pas comme ça, parce que j'ai changé de matière. C'est pas parce que l'aluminium est moins dense que l'acier au départ qu'il n'est pas moins impactant ou plus impactant. Et on l'a vu tout à l'heure, il est plus impactant en plus. Après, c'est tout l'intérêt de ces outils complexes, certes, mais qui permettent de comparer des choses qui sont juste au poids difficilement comparables. Oui, et donc il faut se méfier de cette idée que plus léger c'est mieux. Plus léger c'est mieux, isomatière oui, si on change la matière, on ne peut pas vraiment utiliser cette étude de flux là. Mais malgré tout, si on est sur la même matière, si on pouvait par exemple utiliser la même matière sur ces 3 modèles de chaises, évidemment on passe de 10,3 kg à 2,9 kg, même matière, on aura a priori un gain sur les impacts environnementaux. Je dis a priori parce qu'il faudrait aussi mettre le facteur du procédé de transformation, parce que si pour fabriquer celle de droite, on utilise un truc qui est vachement plus énergivore que là, il faudrait regarder tout ça. Et après, il y a vraiment la durabilité en elle-même. Bien sûr, est-ce qu'elle va tenir empreinte carbone, c'est une autre méthode d'évaluation des impacts environnementaux aujourd'hui qui est dit mono-indicateur, puisqu'on ne se concentre que sur l'empreinte carbone, sur l'impact sur le changement climatique. Donc on se concentre sur ça, super. L'empreinte carbone, en fait, c'est le total des émissions, le total des gaz à effet de serre qui sont liés à l'activité en question qu'on va considérer. Donc on a tendance à tout regrouper sous un équivalent dioxyde de carbone, mais il y a d'autres gaz à effet de serre comme le méthane par exemple, mais tout ça est regroupé sous une même unité, et donc on parle souvent de la tonne de carbone ou de la tonne de dioxyde de carbone. À titre indicatif, avec 1 tonne de dioxyde de carbone, on peut parcourir 2778 km en avion et 8334 km en voiture. Donc si vous avez la possibilité de vous y rendre en voiture, là où vous allez, c'est moins impactant que l'avion. C'est pas le même service rendu exactement, sauf si on considère juste le fait de se déplacer. On n'est pas dans les mêmes conditions, mais malgré tout, voilà, ça donne une idée. Par contre, c'est 3,6 années d'utilisation de votre ordinateur. Donc à la rigueur, il vaut mieux regarder les photos des Bahamas et des Seychelles sur votre écran et ne pas bouger du tout. Ça durera plus longtemps en termes de plaisir du voyage. Voilà, c'est 5000 sacs plastiques, c'est 100 kg de laiton, 47 seulement d'aluminium, ou 1000 kg de contreplaqué. Donc on voit tout de suite quand même que normalement, si on compare à des kilos, le contreplaqué est moins impactant que l'aluminium, définitivement. Là où moi je suis désespérée, c'est que c'est 322 cheeseburgers seulement. 1 tonne de carbone, 322 cheeseburgers.
Donc voilà, ça fait réfléchir. Donc on peut comme ça, effectivement, un petit peu ordonner, classer les matières vis-à-vis de leur empreinte carbone. Mais ça, c'est du mono-indicateur, on se concentre que sur l'empreinte carbone. Et aujourd'hui, le top du top, c'est plutôt de faire une analyse de cycle de vie. Donc ACV, pour les intimes, et pas AVC, c'est pas tout à fait la même chose à ne pas confondre, ou LCA, Life Cycle Assessment ou Analysis en anglais. Et ça, pourquoi c'est le top? Parce que c'est multi-indicateur, on ne va pas seulement s'arrêter sur l'empreinte carbone justement, et c'est une méthode qui est basée sur évidemment des données scientifiques, qui est certifiable, et donc on est sur de multiples indicateurs. Là, il n'y en a qu'un extrait, mais vous en avez une quarantaine potentiels que vous allez, quand vous travaillez avec un analyste de cycle de vie, les indicateurs vont être choisis en fonction du domaine dans lequel on est. Parce qu'il y a des indicateurs qui sont plus ou moins pertinents. Et c'est pas la peine non plus d'avoir toute une panoplie, à moins que ça soit voulu. Et puis, ce qui est intéressant aussi sur l'analyse de cycle de vie, comme son nom l'indique, c'est qu'elle va regarder le cycle de vie. Alors, pas toujours le cycle de vie complet, on peut aussi faire une analyse de cycle de vie sur une partie du cycle seulement. C'est là où c'est important du coup de savoir exactement quel est le contexte, qu'est-ce qu'on a étudié, pour pouvoir comparer éventuellement, pour pouvoir en déduire des choses. Et le périmètre est un point aussi important Bien sûr. Pour éviter de trop complexifier l'ACV, quoi. Donc il faut vraiment bien définir les conditions au départ et les énoncer toujours quand on partage les résultats. Ce que, encore une fois, je n'ai pas fait pour des raisons que j'ai évoquées au début dans mes exemples. Mais bon. Et là, l'idée, c'est quand on choisit les indicateurs, d'en avoir un petit peu dans différentes catégories. Le changement climatique, donc l'empreinte carbone, il est là. Donc le mono-indicateur de tout à l'heure, qui est une étude en soi, aujourd'hui de plus en plus répandue, on ne se concentre que sur ça, mais on oublie tous les autres. Et là, il y a des vrais dangers de ce qu'on appelle voir à l'œuvre des transferts en fait, d'impact. C'est-à-dire qu'on réduit par exemple l'empreinte carbone, on est super content. C'est que ça qu'on regarde, donc tout va bien. Et en fait, on ne s'est pas rendu compte, puisqu'on n'a pas fait l'analyse, qu'au détriment avoir plus d'impact sur la faune ou la flore aquatique, ou sur la toxicité humaine, ou sur les ressources, ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux d'avoir une étude globale. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Par exemple, on peut faire une étude sur une boutique et ensuite agréger tous les scores. C'est-à-dire qu'on peut avoir tous les critères, mais on peut ensuite remettre ça sur une note globale et ça permet de hiérarchiser des choses. Une boutique, en général, c'est la clim, le chauffage, la lumière, les écrans qu'il y a dans cette boutique qui vont représenter le plus d'impact. Beaucoup moins le mobilier et les matériaux qui sont liés au mobilier. Donc quand on voit des marques mettre un petit comptoir en matière recyclée et dire qu'ils sont éco-conçus dans leur boutique, alors qu'ils ont toujours autant de lumière et plein d'écrans, par exemple, petite contradiction. On peut comparer justement un écran et une lightbox qui est donc un écran, je pense que tout le monde voit ce que c'est. Une lightbox, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'objet, ça va être un visuel fixe qui est rétro-éclairé en fait, donc c'est une boîte avec une image éclairée. Alors évidemment, le service n'est pas le même parce que ça va être assez compliqué de regarder Netflix sur une lightbox. Vous aurez juste la première image du film, mais vous pouvez attendre longtemps avant qu'il se passe autre chose. Donc c'est vrai qu'on compare un peu de l'incomparable. En attendant, dans une boutique, on peut se demander quelquefois si ça vaut le coup qu'il y ait un film animé. Et bien là, on fait une analyse de cycle de vie sur plusieurs critères d'impact. Le premier, ça reste l'impact carbone. On se rend compte qu'entre cet écran-là que l'on a étudié et cette lightbox-là que l'on a étudié, il y a juste 3% de différence en moins pour la lightbox. Donc franchement, je pense que si on regardait que l'impact carbone, on va se dire on perd tellement en service que ça vaut pas le coup pour les 3%, je vais garder un écran. En revanche, quand on regarde les autres critères, on se rend compte que la lightbox, au global, elle est quand même 2,2 fois moins impactante que l'écran. Donc ça peut faire réfléchir. Encore une fois, c'est cet écran spécifique, cette lightbox spécifique. Si on faisait une autre étude, voilà. Mais ça permet d'avoir des éléments de décision. Ici un exemple d'une marque, Picture, qui fait des vêtements. Ils ont travaillé, ils ont regardé, ils ont chiffré, ils ont regardé des choses, leurs impacts. Ils arrivent à réduire l'utilisation de ce qui s'appelle les polybags, qui sont ces petits sachets plastiques très fins dans lesquels on transporte les produits tous séparés en général avant qu'ils soient mis en rayon, par exemple. Ils ont réussi à supprimer des choses. Ils ont aussi fait des études, entre autres sur l'idée d'avoir un packaging réutilisable.
quand ils font des envois de produits. Et ils ont étudié, par exemple, l'impact CO2. Donc là, une étude mono-indicateur, mais ils se sont posé la question avec un nombre d'utilisations entre un scénario avec leur packaging réutilisable, qui est ici en jaune, un carton à usage unique et un plastique à usage unique. On se rend compte qu'au début, ça ne vaut pas forcément le coup, évidemment, mais dès la deuxième utilisation, on voit bien que leur choix de packaging, là, très spécifique, réutilisable, il se détache vraiment de manière évidente des deux autres solutions, avec beaucoup moins de kilos de CO2 utilisés, plus on l'utilise. Donc, on peut vérifier qu'on est dans une hypothèse qui est intéressante. Encore une fois, là, juste sur l'impact carbone. Une autre étude, là où on sort du carbone, on est sur l'eau. On est aussi mono-indicateur, mais là, l'indicateur choisi, c'est l'eau. C'est une initiative qui s'appelle Wonder Water et qui avait tourné un petit peu dans différents pays en se concentrant sur soit sur des plats ou des boissons qui sont typiques. Là, ils étaient en Italie il y a quelques années à l'occasion du salon de Milan. Ils avaient regardé donc des plats typiques italiens, et par exemple la pizza Regina Margherita, ça a un impact de 793 litres d'eau. C'est-à-dire qu'avant que la pizza arrive sur votre assiette, il a fallu utiliser 793 litres d'eau. Ça prend en compte l'eau qu'il faut pour faire pousser le blé pour faire la pâte à pizza, pour faire pousser les tomates, etc. Ils ont aussi étudié pour un espresso italien. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà bu des cafés en Italie, il n'y a pas beaucoup de liquide, franchement. C'est 125,48 litres d'eau pour faire ce petit machin-là. Si vous buvez du café au lait, arrêtez tout de suite. C'est 207 litres d'eau. Et passez à la limonade, qui est juste de l'eau avec du jus de citron, qui est la plus économe là en eau. Et c'est vrai que l'empreinte eau de la nourriture, on n'y pense pas toujours, mais elle est très présente. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de chefs qui s'engagent sur ces questions-là, avec des circuits pour récupérer l'eau, de lavage de leurs produits, sur des cultures qui vont être très économes en eau. Voilà, c'est des choses qui se révèlent petit à petit à tout un tas de gens. Il y a aussi des gens qui étaient complètement conscients de ça depuis très longtemps. La marque Levi's aussi a fait une étude de cycle de vie pour regarder quels étaient leurs plus gros impacts. Ils se sont rendus compte que, étonnamment, en fait, l'impact le plus important pour un jean, c'est au moment où il était utilisé par les clients, quand ils le lavent. Donc là, on est sur un impact qui échappe à première vue aux fabricants, finalement, parce que ce que fait le client de son produit, on pourrait penser que ce n'est pas de la responsabilité de la marque. De plus en plus, si, la marque va être engagée dans cette responsabilité-là. Et puis l'autre impact, c'est la culture du coton. Quand même, on va dire, mais bon. De manière assez importante, quand même, on a le fait que les consommateurs utilisent le jean et le lavent. On est quand même à 10 points plus important que la production du tissu. Donc ça leur donne des vraies indications sur qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Entre autres, il faut éduquer ses clients à moins laver le jean. Donc finalement, on se retrouve avec une marque qui doit se positionner, et ça c'est quand même d'ailleurs une des choses pour lesquelles elles ont beaucoup de pouvoir, c'est transmettre de l'information, la pédagogie autour de toutes ces questions-là. Et c'est là où c'est important qu'il n'y ait pas de greenwashing. Donc là, ils ont été assez transparents sur leur étude. Et évidemment, en parallèle de ça, entre autres, ils éduquent les consommateurs, mais ils ont évidemment des initiatives sur la question du coton, puisque c'est le deuxième poste prioritaire dans leurs impacts. Donc pour finir, la recommandation, c'est quoi ? La recommandation, c'est de jamais quitter du coin de l'œil ce cycle de vie et d'adresser constamment, en tournant, quand vous faites quelque chose, toutes les étapes. Donc déjà, entre une V1 et une V2, est-ce que je peux reconsidérer mon design ? Et étant le concepteur, j'ai cette vision globale. Je sais que sur la question des matériaux, je peux essayer de me rapprocher de monomatériaux, déjà concevoir pour désassembler, m'assurer que mon truc va être recyclable. Je peux optimiser le poids parce que je vais réduire les sections, je vais concevoir comme ci, comme ça. Je peux aussi anticiper la manière dont ça va être fabriqué parce que je connais un peu comment ça va marcher, etc. Mais discuter aussi avec les fabricants et m'assurer que eux, ils utilisent le moins possible d'énergie, d'eau, comment ils fonctionnent, est-ce qu'ils trient leurs déchets, etc. Comment mon produit va être packagé avant d'être transporté, comment on va le transporter, comment on va être
utilisé ensuite par l'utilisateur et comment en fin de vie ce truc va finir, et avoir cette perception-là constante et puis constamment re-questionner ces trucs, est-ce qu'on peut là, est-ce qu'on peut être mieux qu'avant, etc. C'est la clé. C'est 100 fois sur le métier, remets ton ouvrage. C'est un petit peu ça, en fait, la responsabilité du designer, entre autres. Donc c'est hyper facile. Et voilà. Donc les trucs à retenir, il n'y a pas de matériaux écologiques, il faut arrêter avec ça. Il faut penser circulaire, effectivement. Être circulaire, être entier, en fait, et avoir une vision holistique. Moi, je pense quand même que là est la réponse, dans l'amour, et voilà. Merci Elodie, super. Alors j'ai moi quelques réflexions par rapport à toute ta présentation. Je ne sais pas s'il y a une question, on va prendre tout de suite la question comme ça, et si elle s'en fera peut-être venir d'autres. Quelles sont les difficultés rencontrées lors d'une ACV, peut-être la collecte de données? Alors oui, une ACV, c'est vrai qu'on n'a pas abordé ce point parce qu'on a voulu l'air de dire que c'était facile, mais l'ACV, c'est vraiment l'enfer. Soyons honnêtes. Voilà. Et c'est pour ça que c'est pas fait facilement. Pourquoi c'est l'enfer? Parce qu'effectivement, alors ça peut bien se passer, et ça va se passer de mieux en mieux, parce que je parlais tout à l'heure de comptabilité. En fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui, tous, plus ou moins, enfin moi je suis pas un bon exemple, mais on gère un budget, on fait de la compta, les entreprises, elles ont des services de comptabilité, et tout est compté au centime près, et on doit rendre des comptes à ce niveau-là. Donc si on est capable de faire cette comptabilité-là, on doit être capable de la faire pour la matière et tout ce qui est impliqué en fait dans la fabrication de quelque chose. Et c'est que ça, la CV, c'est cet exercice-là. Ce qui est compliqué, c'est effectivement la collecte des données. En général, aujourd'hui, on arrive sur des projets où il faut récupérer toutes les informations, parce que sur un objet qui en plus là, ce que je prends est hyper simple, ce qu'il va falloir avoir, c'est la quantité par exemple d'acier qui a été utilisé pour cette gourde. Là on a un petit peu de plastique, qu'est-ce que c'est que ce plastique, quelle quantité, ensuite quelles ont été les étapes de transformation, et donc ça veut dire que le fabricant, il faut qu'il soit ok pour déjà partager les informations de quantité, de poids et de nature de matériaux, il faut qu'il les ait, et puis ensuite qu'il nous dise comment il l'a transformé, qu'il partage sa facture d'électricité pour qu'on puisse en déduire quelle a été l'électricité, énergie qui a été mise pour... voilà. Donc cet exercice de compta et de collecte des données, c'est un peu l'enfer, c'est chronophage. Et comme c'est chronophage, ça fait un résultat budgétaire un peu important. Ça veut dire qu'une analyse de cycle de vie, c'est coûteux. Donc toutes les entreprises ne sont pas capables de se le payer. Donc là aussi, on se retrouve dans un truc qui est assez classique. Les petits, ils n'ont pas les sous pour se faire certifier, pour avoir les labels, ils n'ont pas les sous pour faire la CV. Les gros, ils le font. Et comme ils ont toutes les garanties, et forcément, les gros qui les utilisent vont vers les gros. Enfin bon, voilà. Et après, tu as des questions d'outils, de bases de données, Oui. Tu as des outils qui sont plus ou moins faciles à prendre en main. Des bases de données qui sont plus ou moins la CV, simples. en plus, ça demande vraiment d'être fait par un expert. Alors, vous pouvez devenir expert, c'est pas du tout ce que je dis, mais par contre, pour moi, travailler, entre autres, avec Émilie, qui est ma camarade française, ingénieure spécialiste dans les analyses de cycle de vie et m'être penchée sur les logiciels, c'est un cauchemar. Faut adorer Excel déjà de nature, ce qui est pas donné à tout le monde. Faut adorer rentrer dans le détail des trucs, avec effectivement plein de tableaux, avec l'enfer des unités, parce que le fournisseur, il va vous dire j'ai utilisé 3 kilos de MDF, et puis vous débarquez sur la base de données, en l'occurrence ça peut être la base de données EcoInvent, qui est une des plus répandues, qui est une base de données qui a répertorié aujourd'hui des matériaux et leurs impacts en face. Sauf que eux, ils ont peut-être rentré le MDF en mètres carrés, et vous êtes en kilos. Et donc il va falloir faire la traduction. Ça a l'air idiot, mais tout ça, c'est un nombre d'opérations conséquents sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant. Ce qui fait aussi que le risque d'erreur, il est énorme. D'ailleurs, les ACVistes, ils sont sur un 20% de marge d'erreur, ce qui est énorme. Il suffit de s'être planté sur une conversion, et tout le truc part... Qui fait d'ailleurs que quand on veut publier des résultats d'ACV et les communiquer, il n'y a pas que le travail d'un premier ACViste qui a fait l'ACV, il y a un collège de pairs qui doit vérifier l'ACV qui a été faite pour pouvoir ensuite publier ces résultats, les utiliser, communiquer. Après, moi, je différencierais deux types d'ACV. Il y a l'ACV qu'on va utiliser pour communiquer, et après il y a l'ACV d'outils internes qui permettent d'une sorte d'aide au choix,
qui peut être tout au long de la conception et du coup qui peuvent être qui faites. peut être de manière un peu plus Oui, voilà, après la marge d'erreur, il faudrait quand même la minimiser aussi. voilà, c'est mais, ça, c'est là où on est d'accord, il n'y a pas avec des pincettes. toutes les étapes, il n'y a pas besoin du collège de pairs. Après, ce qui est en train de se mettre en place de plus en plus, c'est des outils, des calculatrices d'impact un peu par simplifiées, etc., par secteur entre autres. Donc, en gros, le pari, c'est que assez vite, demain, même déjà aujourd'hui, on peut commencer à évaluer un peu des trucs à la grosse louche, etc., pour savoir si on part vers la bonne solution. Donc tout ça, ça va se mettre en place. C'est vraiment juste, je pense, qu'une question de temps. La seule question, c'est savoir si on a vraiment le temps que ça va prendre. Ce qui est bien, c'est qu'en France, on a l'ADEME qui quand même est qui va beaucoup très aider. proactive Ouais. là-dedans avec la base impact, qui n'est pas parfaite, mais qui met en Oui, place bien des sûr, choses ouais. qui permettent quand même d'avancer sur ce sujet. Alors je pense que la réponse, voilà, merci Elodie pour cette super réponse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je me tourne vers Lorraine puisque c'est elle qui prend les questions. Quel conseil donner aux designers pour être bien entourés dans nos solutions? Et existe-t-il des aides pour financer des ACV? Alors des aides pour financer des ACV, oui, entre autres l'ADEME peut en apporter. Après, c'est pas mon domaine complètement sur la question du financement d'ACV, donc, oui, il y a des aides. La première question sur le conseil aux designers, on revient à cette idée d'écosystème. Je pense que être isolé aujourd'hui fonctionne pas si bien. Donc arriver à constituer un groupe de travail et s'acoquiner avec quelqu'un qui justement est plutôt spécialiste dans les impacts environnementaux, je pense que c'est déjà un bon duo d'avoir quelqu'un qui, même si il calcule pas forcément tout le temps, a cette perception-là, cette vision sur les choses. Moi, je vois, encore une fois, Émilie avec qui je travaille, qui est donc spécialiste des ACV, mais beaucoup plus que ça. Simplement en discutant avec elle, elle a les éléments. Il y a aussi une littérature très riche à ce niveau-là. Des ACV, il y en a plein qui ont été faites, qui servent d'archives, de référence, où on peut en déduire des choses. Il y a ces atouts-là. Et puis on peut faire quelques petits calculs, simplement, entre 1 kg de ça et 1 kg de ça, même si on n'a pas pris en compte tout le cycle, on a une idée quand même, quoi. Ça permet d'orienter. Donc oui, il faut s'acoquiner avec... Il faut créer des groupes de travail, je pense. Après, en tant que pour l'avoir pratiqué aussi, avoir pratiqué l'ACV et l'intégrer dans les projets que j'ai pu mener, c'est ce que moi j'en conclus pour avoir essayé aussi j'ai essayé de mettre en place des petits outils simplifiés, fichiers Excel, des choses adaptées en fait au projet que je menais, qui sont très bien aussi pour avoir une culture et puis bien effectivement sentir les choses, comme avoir de l'expérience dans le domaine. Donc ça c'est intéressant de voir cette prise de conscience sur où se répartissent les impacts par rapport à telle ou telle matière, et puis se rend compte que finalement il y a plein de faux amis. Mais après il y a surtout finalement cette question qui est essentielle dont tu as parlé, c'est le concept, c'est-à-dire que c'est vraiment avoir une vision globale de notre solution qu'on veut mettre en place, le service qu'on veut rendre à ses clients, et du coup d'amener des solutions qui ne seront pas forcément focalisées sur le produit qui sera éco-conçu, mais d'avoir une vision vraiment globale, donc cette pensée cycle de vie, et puis du coup d'intégrer les usages. Et du coup les usages, donc j'ai marqué le concept, la qualité du service, même des matériaux, du produit, etc. Quantifier si on a la possibilité. Il y a après sur la partie qualité et quantification, il y a les écolabels qui peuvent aider à rassurer l'utilisateur. Et puis après, tout ça fait quoi? Ça participe, même si c'est pas parfait, ça peut être un premier pas, mais ça participe à la prise de conscience des utilisateurs qu'on éduque finalement, comme l'exemple que tu as montré de Levis. Et puis au final, on va les éduquer, ils vont changer d'usage, et du coup c'est pour ça qu'il faut faire ça tout le temps, en boucle fermée, boucle ouverte plutôt, même, en boucle ouverte si possible. En tout cas, d'abord cette pensée cycle de vie, du coup, nos usages vont changer, les prises de conscience vont changer, les usages vont changer, et du coup, on va pouvoir proposer des nouveaux services, des nouvelles solutions qui seront adaptées, quoi. Oui, là, ça serait l'idéal. Voilà, on va vers ça, je pense. Espérons. Bon, merci beaucoup, Elodie, Merci pour à cette vous. intervention très riche et très enseignante. Et puis, oui, je voulais te remercier pour le cadeau. Pub. Voilà, séquence pub, voilà, tout à fait. Donc Elodie a
rassemblé tout un tas Oui, d'informations dans cette encyclopédie. Ouais, c'est matériaux. de A à Z, matériaux, procédés, des notions connexes autour de la matière, largement illustrées, plutôt dans le domaine créatif, Voilà. effectivement. Donc c'est un ouvrage qui s'adresse plutôt aux professions créatives, mais n'importe qui s'intéresse un peu à la matière va pouvoir. Voilà. C'est pas un ouvrage d'expert du tout, donc ça reste accessible. C'est le premier pas vers certaines informations, et après à vous aussi d'aller chercher plus, quoi, si vous Super. voulez. Merci beaucoup. Donc Materials Encyclopedia for Creatives. Voilà, Merci beaucoup Elodie. merci. Et puis bien à très bientôt et n'hésitez pas à nous retrouver donc soit sur notre chaîne YouTube ou lors de nos prochains événements. Au revoir.